Comment se fait-il qu'une simple pyramide de carton aiguise une lame de rasoir usagée ou parvienne à momifier un morceau de viande placé à l'intérieur? Pourquoi certains volumes émettent-ils une énergie d'origine inconnue et cependant mesurable? C'est toute l'énigme des ondes de forme et des curieux phénomènes dont elles paraissent responsables qui se pose là. Un mystère que la science voudrait bien expliquer et dont certaines civilisations de la haute antiquité avaient peut-être percé le secret. Dans le dossier numéro 90 1304 au Bureau des inventions de Prague, il y a la description d'un appareil bien insolite, qui est prosaïquement décrit sur la page de garde comme ustensile à usage déguisoire de lame de rasoir. Le système a été déposé en 1959 par un ingénieur du nom de Karel Dyrbal, bien connu en Tchécoslovaquie parce qu'il fut entre autres responsable de la création du réseau national de télévision. L'aiguisoire est décrit comme une pyramide de carton de 23,40 cm sur 15,10 de hauteur. Elle comporte une base carrée amovible sur laquelle on la pose comme une cloche. Sur cette base sont dessinées des médianes et à leur intersection se trouve un petit parallélépipède de la taille d'une boîte d'allumettes. Il est spécifié que les dimensions de ce dernier n'ont pas une importance capitale, mais qu'elles ne doivent toutefois pas excéder 6,5 cm de hauteur. L'idéal est de 5 cm, ce qui correspond au tiers de la pyramide. Pour utiliser ce système, il faut une boussole, car on oriente la pyramide de façon que l'une des médianes se trouve très exactement sur un axe nord-sud. Il est aussi indispensable de procéder à distance de tout appareil électrique ou électromagnétique. La lame de rasoir émoussée est posée sur le socle de 5 cm, les tranchants tournés face à l'est et à l'ouest. On place la pyramide sur sa base au-dessus de la lame et on attend 6 jours. La lame est affûtée. Dyrbal prend soin de préciser que par la suite, il suffit de la remettre dans la même position sous la pyramide pour qu'elle retrouve son fil du jour au lendemain. Ce qui est incroyable, c'est que cela fonctionne, sans que l'on puisse expliquer pourquoi ni comment. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, déclare l'ingénieur tchèque, mais il semble que toute évolution chimique, physique, biologique de la matière se produisant dans un espace donné varie en fonction de la forme de cet espace. Pourquoi? On l'ignore tout à fait, mais force est de constater qu'en utilisant des formes appropriées, la pyramide, en l'occurrence, en accélère ou en ralentit le processus. Pourquoi la pyramide? Et plus particulièrement, dans le cas de l'aiguisoire de Prague, à l'échelle de celle du pharaon Khéops en Égypte. Modestement, Dyrbal, dans ses mémoires, avoue ne pas être tout à fait à l'origine de la découverte. Au début des années 50, un touriste français, M. Bovy, visite la pyramide égyptienne. Dans la chambre mortuaire, un fait l'intrigue, l'humidité y est grande, et pourtant des cadavres de chats, d'insectes et de rongeurs, sans doute morts après avoir pénétré et s'être perdus dans les galeries, n'ont pas pourri. Ils se sont littéralement momifiés. Bovy se demande alors si l'architecture même du tombeau ne serait pas pour quelque chose dans le phénomène. Il se dit que les prêtres égyptiens possédaient sans doute des connaissances que nous ne pouvons pas soupçonner sur les propriétés de certaines matières, de certaines formes ou de certaines lignes de force capables de modifier un processus naturel comme celui de la décomposition des matières organiques. Le corps était embaumé avec un raffinement extrême. Mais la structure même de la pyramide n'était-elle pas une précaution supplémentaire?
Boris relève soigneusement les rapports entre toutes les dimensions du monument ainsi que son orientation. Revenu chez lui, il construit une pyramide à l'échelle de celle de Khéops et l'oriente semblablement. Toutes les pyramides du plateau de Gizeh ont une médiane de base qui coïncide à 5 secondes près avec la ligne nord-sud. La précision est prodigieuse et sans doute non dépourvue de raison. Sous sa maquette, Bovy momifie un cadavre de chat et déshydrate un certain nombre de matières végétales et animales. Il en conclut que la forme de la pyramide et son orientation génèrent une énergie inconnue responsable de l'étrange phénomène. En fait, pas plus que d'Herbal, Bovy ne peut être considéré comme le premier à avoir émis cette hypothèse. L'un et l'autre ont eu connaissance de travaux bien antérieurs. Dans les années 1850, le baron Reichenbach avait mis au point un pendule excluant toute action musculaire de la part de l'expérimentateur. À une certaine hauteur, le fil de l'instrument était enroulé un certain nombre de fois autour d'un cylindre fixe. Le manipulateur posait le doigt non pas directement sur le fil, mais sur le cylindre. Toute intervention musculaire, même imperceptible sur le pendule lui-même, était donc à exclure. Or, le pendule oscilla. Personne ne reprit les travaux de Reichenbach qui attribuait ce phénomène à une force mystérieuse appelée iode. Il mêlait un peu trop le mysticisme à de véritables expériences pratiques. Dans les années 1920, le mathématicien Jacques Ravatet, un scientifique français qui essaie d'expliquer l'énergie due aux émissions de formes, comme il l'appelle, déclarera: il a sans doute été le premier à comprendre que les pouvoirs des formes relevaient d'un mode de pensée radicalement différent du nôtre. Plutôt que de se tourner vers les critères scientifiques du moment, il a considéré le problème du point de vue de la Kabbale hébraïque et des grands cosmogoniques de l'Inde et de l'Égypte ancienne. Cela lui a permis d'approfondir le sens des architectures sacrées qui sont, pour notre pensée matérialiste, rigoureusement incompréhensibles. Enel fut aussi le premier à soupçonner la relation entre émission de formes et cancer. Il a même découvert une émission agissant sur les cellules cancéreuses, celle que nous appelons émission cancer d'Enel. Il ne s'agit donc pas simplement de la pyramide de Khéops et du pendule de Reichenbach. Pour les chercheurs des années 20, ce ne sont que deux applications très ponctuelles d'un pouvoir beaucoup plus vaste des formes et des volumes spatiaux. Bélisal fait une curieuse constatation. Il se souvient que l'archéologue Carter, découvreur du célèbre tombeau de Toutankhamon, avait trouvé près du sarcophage une bague sur laquelle était gravé un signe étrange. Il la passa à son doigt. Coïncidence ou non, il fut le seul à ne pas être frappé par la terrible malédiction qui tua tous ses compagnons de fouille. Bélisal émet une autre hypothèse à partir du livre de l'abbé Moreux, La mystérieuse science des pharaons. Les prêtres qui ont procédé aux funérailles de Toutankhamon connaissaient le pouvoir des formes et celui de la disposition des objets dans une chambre mortuaire. Tout était prévu pour une protection maximale de la momie. L'étrange relief, en particulier, qui épargna à Carter un sort tragique. Bélisal reproduit le bijou et le porta en bague pendant quelques mois. Sa santé chancelante auparavant s'améliora considérablement. Ses affaires prospérèrent. Bref, toute sa vie quotidienne s'en trouva mieux. Il eut l'idée d'expérimenter sur des plantes et des animaux. Sur le végétal, effet bénéfique indéniable. Sur un chat et des souris blanches, même chose. Il baptisa la forme du nom de Luxor et en commença l'étude systématique, élargissant avec les années son champ de recherche à l'ensemble du mystérieux phénomène.
L'ésotériste Enel, sous le nom duquel se cache un savant notoire, et lui-même parvinrent à la conclusion que toute la statuaire, l'architecture et même le graphisme de certaines civilisations de l'Antiquité obéissaient à ces lois des émissions de force. Lignes, volume, disposition, orientation, tout était calculé pour générer un équilibre idéal, une intégration parfaite dans l'espace de certains lieux et de certains hommes privilégiés. Une science perdue ou volontairement occultée, une science ou une magie qui aurait donné le nombre d'or des plus grands monuments sacrés de jadis. Avec les émissions d'énergie dues aux formes, conclut le célèbre parapsychologue soviétique Sergeyev, sans doute irions-nous beaucoup plus loin si nous en savions davantage qu'avec toute notre électricité et notre nucléaire. Il y a certainement des raisons pour que ces connaissances se soient perdues.